épisode de Santé First. Aujourd'hui, au sujet du jour, la perte de poids durable. On est en plein dans l'été, c'est encore un sujet d'actualité. Les magazines ne désemplissent pas d'articles et d'une multitude de photos de mannequins minceurs et de régimes en tout genre, mais qu'en est-il vraiment d'une perte de poids durable qui sert votre santé? Dans Santé First, on est là pour discuter de sujets relatifs à la santé et surtout pour vous donner des vrais conseils et astuces qui vont servir votre santé de manière durable et dans le temps. C'est bien pour ça qu'on est là et qu'aujourd'hui on traite de ce sujet épineux. Pour commencer, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la fatalité. On a déjà parlé de la fatalité du diabète et de toutes les maladies métaboliques qu'on pouvait avoir dans le podcast précédent. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde la fatalité du poids. Parfois, je rencontre certaines personnes qui sont en surpoids ou même en situation parfois d'obésité depuis des années, voire même depuis l'adolescence. Et pour autant, elles ont déjà mis en place plein de choses. C'est pas des personnes qui se sont laissées aller, pas nécessairement. Souvent, ces personnes-là ont déjà consulté des diététiciennes, des nutritionnistes, des coachs en nutrition et toutes sortes de praticiens qui s'attaquent à la nutrition. Et lorsque toutes ces propositions qui sont faites par tous ces thérapeutes n'aboutissent pas à donner autant de résultats que ce que la personne l'escomptait, et ben alors on se retrouve dans une situation où on se dit que c'est comme ça et c'est la fatalité. Et j'aurai du poids et j'aurai du surpoids pour toute ma vie. Et là, malheureusement, ça veut dire qu'on accepte une fois de plus, au-delà du poids, toutes les conséquences de santé qui vont aller avec. Parce que avoir un physique de magazine, clairement, ça, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour notre santé. Très souvent, j'observe que les accompagnements nutritionnels qui sont mis en place auprès des personnes qui sont en situation d'obésité ou de surpoids sont quand même orientés vers une certaine restriction calorique. J'ai justement le cas récemment de 2 personnes que j'accompagne sur le plan nutritionnel qui me partageaient des expériences passées parce qu'on fait toujours le tour de tout ce qu'elles ont pu expérimenter pour voir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut faire de différent. Ces 2 personnes m'ont quand même raconté des choses assez incroyables. La première personne m'a indiqué qu'elle a été accompagnée par un praticien dans le domaine de la nutrition qui lui a proposé et qui lui a vendu, donc je pense qu'il y avait peut-être un petit conflit d'intérêt par là aussi, méfiez-vous, qui lui a vendu donc au sein du programme nutritionnel qui avait été élaboré, des chips ultra protéinés qui se valaient hypocaloriques et minceurs. Donc là, on est sur un aliment typique ultra transformé, mais alors vraiment ultra transformé, c'est-à-dire que on a transformé la patate pour en faire une chips avec des produits de transformation dont on se passera à la description, mais on a bien compris ce que ça voulait dire. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, on vient rajouter des protéines qu'il n'y avait pas initialement dans la patate. On les a additionnées à la patate, on a bien compacté tout ça pour que ça ressemble à rien, on l'a frit, on en a fait des chips et tenez madame, vous allez maigrir. Je pense que rien que dit comme ça, on se rend compte que ça va pas servir la santé. Alors peut-être que ça va servir la perte de poids dans un premier temps parce que ça va être hypocalorique et si la personne ne mange que ça, pourquoi pas? Elle va perdre du poids, ça je suis d'accord. Mais à quel prix et sur quelle durée surtout? Et la réponse on l'a. La réponse on l'a et elle va venir dans un second temps. Je voudrais vous parler de la deuxième personne que je suis et donc qui, elle, avait été suivie aussi par une diététicienne qui lui avait proposé de la poudre. Donc c'était de la poudre, je sais pas bien ce qu'il y avait dedans, certainement un mélange de macronutriments quelconque, mais vraiment hypocalorique. Elle faisait ça comme une espèce de petite soupe le soir. Et donc, c'est marrant parce qu'elle m'a quand même confié qu'elle avait été relativement contente de cet accompagnement-là parce qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Et qu'elle était surtout contente parce que elle n'était pas trop frustrée. Parce que sachant que le soir, elle mangeait quelque chose d'hypocalorique, de très hypocalorique, elle se permettait la journée de manger n'importe quoi. Vraiment, elle grignotait la journée des petites choses à droite à gauche qu'elle ne devrait pas manger et qui clairement ne font pas partie d'une alimentation santé
comme je l'entends en tout cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer des produits ultra transformés toute la journée, manger des paquets de cookies et se dire le soir, bon c'est pas grave, je vais manger mon repas hypocalorique, donc au final dans la journée c'est hypocalorique, c'est bon je vais maigrir. Ah oui vous allez maigrir, mais encore une fois, quid de la santé à long terme? Quid de la perte de poids à long terme? Et là je vais vous donner la réponse. Ces deux personnes, elles sont venues me trouver. Ça veut dire quoi si elles sont venues me trouver? Qu'elles veulent perdre du poids. Et que donc, elles ont repris le poids qu'elles avaient perdu avec ces plans nutritionnels-là. Elles ont repris le poids qu'elles avaient perdu en faisant un régime hypocalorique. Alors là, c'est deux types de régimes hypocaloriques qui ont été faits avec des produits ultra transformés. L'un, une chips hyper protéinée, l'autre, une poudre de macronutriments hypocaloriques. Dans les deux cas, on était sur un régime hypocalorique avec des produits ajoutés ultra transformés. Je vous accorde qu'il est totalement possible de faire des régimes hypocaloriques sans produits ultra transformés. Vous pouvez très bien manger des tomates, des courgettes et du blanc de poulet toute la journée et faire de l'hypocalorique sans produits transformés. Mais la réponse, c'est la même que celle que j'ai donnée à ces deux personnes précédemment. Quel va être l'état de santé à long terme? Quel va être l'état de la perte de poids à long terme? Alors, une question à laquelle je voudrais vraiment qu'on réponde aujourd'hui, pourquoi le régime hypocalorique n'est pas durable? Pourquoi le régime hypocalorique ne permet pas une perte de poids durable? Ça va être très simple, vous allez voir, on va aborder quelques points ensemble. Le premier, c'est qu'il faut bien se mettre en tête qu'on ne peut pas duper notre corps. On se croit bien malin, on est capable de faire plein de choses en tant que petit être humain, c'est très bien, mais notre corps c'est gérer beaucoup plus de choses que nous et on ne peut pas le duper comme ça. La preuve en est, si vous abaissez votre niveau de consommation calorique par jour, imaginons, on va prendre un chiffre simple, vous tournez autour de 2000 calories normalement chaque jour. Vous vous dites, je fais une diminution et je passe à 1500 calories par jour. En diminuant votre rapport de 2000 à 1500 calories, vous êtes d'accord avec moi, on est sur un régime hypocalorique. On absorbe moins de calories que ce que notre corps est censé avoir besoin. Très bien. Au bout d'un moment, une fois que vous avez perdu le petit kilo superflu, ou allez, soyons gentils, les 3, 4, 5 kilos superflus, qu'est-ce qui va se passer? Le corps va se dire, mais je ne peux pas continuer de fonctionner comme si j'avais un métabolisme à 2000 calories, alors qu'on m'en donne que 1500 tous les jours depuis plusieurs jours. J'ai bien compris maintenant qu'on allait me donner que 1500 calories tout le reste de ma vie. Et oui, parce que lui, il pense durable, pas comme nous. Il pense long terme. En pensant long terme, qu'est-ce qu'il se dit? Si je n'ai que 1500 calories pour vivre, je vais diminuer mon métabolisme basal pour n'avoir besoin que de 1500 calories pour fonctionner. Parce que je ne vais pas puiser toutes mes graisses jusqu'à ne plus en avoir. Ce ne sera pas périn. Donc, j'altère certaines fonctions métaboliques, plus ou moins vitales, pour pouvoir fonctionner simplement avec 1500 calories. Et alors là, le corps il va faire des choix. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un dysfonctionnement de la thermorégulation. Donc vous allez moins bien gérer votre température corporelle, le chaud, le froid. On peut avoir des personnes qui deviennent de plus en plus frileuses par exemple, tout simplement parce que leur métabolisme basal au niveau de la thermorégulation s'est abaissé et le corps n'en fait plus une priorité. Et oui, vous lui donnez plus que 1500 calories. Il faut faire fonctionner le cerveau, il faut faire fonctionner le cœur, il faut faire fonctionner les poumons et les intestins. Ça, c'est la priorité. Donc le reste, on le met de côté, à commencer par la thermorégulation. Deuxième chose qu'on va mettre de côté, pourquoi pas la santé des fanères. On va avoir les ongles cassants, on va avoir les cheveux cassants, on va avoir la peau qui s'assèche. Oui, il faut bien prioriser, encore une fois, où est-ce qu'on va mettre le peu d'énergie qui nous reste, où est-ce qu'on va mettre le peu des 1500 calories que vous accordez à votre corps. On est d'accord que 1500 calories, c'est vraiment un cas d'exemple ici. Je dis pas que toute personne qui mange 1500 calories est en régime hypocalorique. On est bien d'accord. Là, c'est le cas de notre exemple où on passe de 2000 à 1500. Ça pourrait être vrai si on passe de 1008 à 1003 ou un grand sportif qui passerait de, 3000 à 2100. D'accord? Ok. Donc, on reprend. On passe avec nos 1500 calories.
altération de la thermorégulation, altération des fonctions non essentielles. Et derrière, qu'est-ce qui vient être abîmé? Les muscles. Et oui, parce qu'il faut bien aller chercher l'énergie qu'on ne donne pas ailleurs. Et si on le dit simplement, le corps va venir grignoter les muscles pour libérer des acides aminés, donc c'est les constituants des protéines musculaires. On va libérer les acides aminés et on va les transformer par des mécanismes chimiques en énergie. Donc finalement, l'énergie que vous n'apportez pas en vous disant « je suis plus malin, je vais perdre mon poids », eh bien le corps, lui, il est encore plus malin, il va se dire « mais moi, cette énergie, j'en ai vraiment besoin. Donc je vais aller la chercher ailleurs ». Et pour aller la chercher ailleurs, eh ben, je vais aller au début chercher un petit peu dans les gras, on perd les quelques kilos superflus, mais après, je vais aller chercher dans les muscles. Et là, on commence le phénomène de protéolyse, c'est-à-dire le phénomène de destruction musculaire. Protéolyse, on détruit les protéines, et là, on détruit les protéines musculaires. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous pouvez perdre du poids, oui, mais cette fois, le poids que vous voyez descendre sur la balance, c'est pas du gras en moins, c'est du muscle en moins. On peut même atteindre jusqu'à 1 kg de muscle perdu pour une perte de poids totale de 5 kg. Vous imaginez, c'est énorme. C'est énorme. Au-delà de tous ces effets physiologiques compensatoires qui vont se mettre en place, vous allez avoir faim et cette sensation de s'affamer. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, le corps vous réclame ce dont il a besoin. Il vous dit « ça va pas mon coco, ça va pas ma cocotte, 1500 calories, ça ne me suffit pas. Moi j'en veux 2000, j'en veux 2000 et d'ailleurs tu me dois une dette de plusieurs semaines voire plusieurs mois. Donc j'en veux peut-être même plus que 2000 pour attraper le coup maintenant. » Et donc pour ça, votre corps sécrète de la gréline. La gréline, c'est l'hormone de la faim. Pour s'en souvenir, c'est très simple, grrr. J'ai faim. C'est l'estomac qui gargouille. Fastoche. Donc, votre corps sécrète de plus en plus de gréline. Et il sécrète de moins en moins de leptine, qui est l'hormone de la satiété. Donc, vous avez de plus en plus faim, mais vous sentez de moins en moins la satiété. Et donc, c'est un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux va nous mener à quoi ? À la frustration, à la baisse du moral et parfois même à des compulsions d'un coup de manière excessive. Et alors là, bonjour l'estime de soi, bonjour la culpabilité, et c'est encore un cercle vicieux au-delà du physiologique, un cercle vicieux mental. Le régime hypocalorique n'est donc pas une solution durable sur le plan physique, ni sur le plan physiologique, ni sur le plan mental. Les 3 points sont abordés, les 3 points sont traités. Sur les 3 points, ce n'est pas durable. Physique, la perte de poids, physiologique, tous les mécanismes qui se passent à l'intérieur de nous, et mental, ce qui se passe là-haut, ça va pas bien durer longtemps comme ça. Donc vous comprenez pourquoi le régime hypocalorique vous a peut-être déjà conduit à des échecs. Et peut-être que c'est pour ça que vous êtes maintenant convaincu qu'il n'y a rien d'autre à faire et que vous serez toujours dans la condition dans laquelle vous êtes et qui vous est peut-être désagréable ou surtout qui risque de vous mener à terme avec des grosses problématiques de santé. Pourquoi vous pensez ça ? Parce qu'on s'est tous mis dans la tête que pour maigrir, il faut abaisser la portion calorique. Et c'est donc là que vient la deuxième question de notre épisode d'aujourd'hui. Peut-on maigrir sans diminuer notre apport calorique journalier ? Et je vais vous répondre tout de suite. Oui, c'est possible. Mais alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu nous racontes là, Maxime ? Comment c'est possible si je mange à ma faim de maigrir ? Je mange à ma faim depuis toujours et j'ai fait que prendre du poids ou au mieux je me stabilise mais je perds pas alors que je mange à ma faim. Qu'est-ce que tu nous racontes là ? C'est très simple. Si vous mangez tous les jours 2000 calories, donc on revient à notre situation de départ, mais que vous mangez 2000 calories de fruits, ou 2000 calories d'avocat, ou 2000 calories de viande, faites une biologie sanguine, vous verrez que les effets de ces 3 diètes sont complètement différents de l'une à l'autre. Et vous verrez aussi que sur votre énergie, sur votre mental, sur votre variation de poids, les effets de l'un ou de l'autre seront complètement différents. Une calorie n'en vaut pas une autre. Ce n'est donc pas nécessairement en diminuant l'apport calorique qu'on va pouvoir enclencher une perte de poids,
mais en revoyant la répartition des calories entre les différents groupes de macronutriments et aussi en s'intéressant aux micronutriments et aussi en s'intéressant aux micronutriments qui sont les minéraux et les vitamines qui composent les aliments que l'on mange. Encore une fois, une calorie n'en vaut pas une autre. Et à ce propos, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la calorie vide. Mais qu'est-ce que ça veut dire la calorie vide? De l'eau? Non, l'eau n'est pas une calorie vide, il n'y a pas de calories dans l'eau. Donc, ce n'est pas ça. Une calorie vide, c'est une calorie. Donc, une calorie, c'est une quantité d'apport énergétique. Ça veut dire que dans ce qu'on appelle une calorie vide, il y a quand même de l'énergie qu'on vous apporte. S'il y a une calorie, il y a de l'énergie en face. D'accord? Si on apporte une calorie pour avoir de l'énergie, cette calorie, elle est souvent liée soit aux lipides, aux gras, soit aux glucides, au sucre. Donc lorsqu'on apporte une calorie vide, on apporte en fait soit une quantité de gras, soit une quantité de sucre et qui est complètement dépourvue de tout petits micronutriments qui seraient essentiels à votre santé. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'exemple d'un beignet. Sucre, gras, mais aucune vitamine et aucun minéraux nécessaire au fonctionnement de votre corps. Donc oui, ça va vous donner un petit boost d'énergie parce qu'il y a une grande quantité de sucre et une petite quantité de gras aussi qui vont faire qu'on a de l'énergie, c'est l'effet calorique, c'est l'effet de l'énergie de la calorie, mais par contre, zéro pour la santé. Mais vraiment, zéro pour la santé. Et même, je vais vous dire que ce gros pic de glycémie que vous allez faire en mangeant ce beignet à 4 heures va être dramatique derrière en termes de rechute, de fringales, de stockage des lipides et de prise de poids. Mais ça, c'est un sujet qu'on a traité à l'épisode précédent. Donc, je vous invite à aller écouter l'épisode précédent sur la consommation de sucre en dehors des repas et en début de repas qui va vous donner toutes les notions importantes sur la gestion des sucres dans une journée. Donc, reprenons notre beignet. Du sucre, du gras, zéro vitamine, zéro minéraux. On peut faire le parallèle, par exemple, avec un verre de soda sucré. Ce n'est que du sucre, il n'y a aucune vitamine, aucun minéraux. Dans les deux cas, franchement, j'ai envie de vous dire, mais plutôt buvez du sucre de canne liquide, hein, ou alors mangez l'équivalent du beignet en sucre blanc. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de vous dire qu'en mangeant 2000 calories de sucre blanc, vous allez être en bonne santé? Alors, s'il y a quelqu'un qui répond oui à cette question, il faut m'expliquer. Il faut vraiment m'expliquer la réflexion métabolique. Si vous mangez 2000 calories de sucre blanc, vous vous doutez bien que vous allez être en mauvaise santé. Donc, comment on peut penser qu'il faut forcément réduire la portion calorique et non pas travailler sur ce qu'il y a dans la portion calorique? Ça paraît la priorité. Alors oui, bien sûr, si vous mangez 3500 calories alors qu'au quotidien, vous en consommez que 2000, évidemment, vous allez prendre du poids. Même si ces calories qui sont un surplus de consommation proviennent d'une alimentation relativement saine et non transformée. Si le gap est trop grand entre ce que vous consommez et ce que vous dépensez, ben forcément, vous allez prendre du poids, quelle que soit la qualité des aliments que vous mangez. Mais encore là, selon la qualité, selon le niveau de transformation, on pourra prendre plus ou moins de poids rapidement avec ce même gap. Mais donc, si on revient à notre portion de 2000 calories, 2000 calories de sucre, santé très mauvaise. Aucun minéraux, aucune vitamine, aucun micronutriment essentiel au fonctionnement de notre métabolisme, au fonctionnement de notre petite usine à énergie. Donc, il nous faut bien revoir ce qu'on met dans notre assiette. Donc, il nous faut bien revoir ce qu'on met dans notre assiette et pas nécessairement diminuer la proportion de celle-ci. Et je voudrais là aussi vous faire une petite mention sur les édulcorants. Parce que une fois de plus, les édulcorants, c'est encore une fois l'ingénierie de l'homme qui se pense bien plus malin que le corps. Troisième fois qu'on pense être bien plus malin que notre corps. Et ben là aussi, figurez-vous que ça ne marche pas. On n'est pas plus malin que notre corps. Il sait tout et il sait même quand on essaye de tricher. C'est très simple. On consomme des édulcorants parce qu'ils sont à calories nulles. Ils n'ont pas de calories ou alors très peu. Donc on se dit,
c'est tout bénef, ça a le goût sucré, c'est sympa, c'est de la nourriture réconfortante, ça me fait plaisir. Je ne prends pas de poids, je ne consomme pas de calories. Pouf, fabuleux! Bah alors qu'est-ce qu'on attend pour tous se jeter sur les édulcorants et on va tous maigrir et on va tous vivre en bonne santé? Non. Non, je suis désolée, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Tout simplement parce que dans nos intestins, il y a des récepteurs du goût. Eh oui! Vous pensiez que les récepteurs du goût, c'était que sur notre langue, que sur nos papilles. Mais non, même notre intestin est composé de petits récepteurs du goût. Et donc, notre intestin est tout à fait capable de savoir si vous mangez quelque chose qui a le goût sucré. Et les édulcorants ont le goût sucré. Ils n'ont peut-être pas les calories qui vont avec, mais ils ont le goût. Qu'est-ce qui se passe? S'ils n'ont pas la calorie, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'énergie. On est d'accord, on a fait le lien tout à l'heure. Donc, je mange un édulcorant. Je consomme quelconque édulcorant qu'il soit. Je n'apporte pas d'énergie. Je n'apporte pas de sucre. Ma glycémie ne va pas monter. Mais les petits récepteurs dans l'intestin vont se dire il y a quelque chose qui a du goût sucré. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand il y a du goût sucré? On envoie de l'insuline. Pourquoi? Pour compenser d'habitude le pic qui est fait par le sucre qu'on a ingéré. Pour rétablir la glycémie, autour de 1. C'est ce qu'on a vu aussi dans l'épisode précédent. Sauf que là, il n'y a pas eu de pic de glycémie, parce qu'il n'y a pas eu de vrai sucre. Qu'est-ce qui va se passer? Les petits récepteurs au goût sucré envoient l'information. Il faut sécréter de l'insuline, c'est parti! Donc, le pancréas sécrète de l'insuline, alors qu'il n'y avait pas d'énergie en regard. Résultat, un gros down, une fringale, le moral dans les chaussettes, plus d'énergie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller chercher du sucre. Ou on va aller recommencer avec de l'édulcorant. Et alors là, c'est le cercle infernal. On n'arrête pas. C'est une catastrophe. Ça, c'est le premier point des édulcorants. Deuxième point des édulcorants, ça nous rend complètement accro. Ça nous rend autant accro que le sucre, voire même plus. Vous pensez que vous vous libérez du sucre en consommant des édulcorants, en se disant « Ah bah ça y est, moi j'ai fait ma détox sucre, je ne mange plus de sucre, je mange des édulcorants. » Ah oui. Bah essayez maintenant de vous libérer des édulcorants et voyez comme ça va être facile. Voyez comme ça va être facile de se libérer de tout ça. Ça nous rend accro. Pas d'édulcorants pour cette raison-là. Raison supplémentaire de ne pas consommer des édulcorants. Oui, parce qu'il y en a encore et encore. Donc, raison supplémentaire, ça détruit votre microbiote. C'est l'ensemble de toutes les petites bactéries et levures qui vivent dans votre intestin. Elles sont vraiment essentielles pour le fonctionnement de votre métabolisme, de votre immunité, pour l'absorption. Ça sert à tout plein de fonctions intestinales. Il nous faut absolument un microbiote pour vivre. Et plus il est équilibré, plus on vit bien, en bonne santé et longtemps. Et qu'est-ce que font les édulcorants? Ils dézinguent tout ça. Ils mettent le bazar dans l'écosystème du microbiote et c'est alors la porte ouverte à la dysrégulation métabolique et à toutes les pathologies chroniques qui peuvent s'en suivre. Et donc, on parle là aussi de prise de poids, de surpoids et d'obésité. Donc les édulcorants, ça ne sert absolument pas votre santé et ça ne sert absolument pas votre perte de poids. Donc on enlève les édulcorants. Ça dit bye bye. Plus d'édulcorants. Bon, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre sur le sujet, je pense que oui. On pourrait encore aborder d'autres arguments en la défaveur des édulcorants. Je vous en ai déjà fait 3, ils sont assez costauds, je pense que ça suffit parce que le thème de l'épisode, c'est pas non plus les édulcorants, mais si vous voulez que je vous fasse un épisode un petit peu plus approfondi sur le sujet, faites-le moi savoir et je travaillerai sur le sujet pour vous. On veut donc perdre du poids de manière durable, sans faire de restrictions caloriques, et sans essayer de tricher avec des produits ultra transformés. Alors comment on fait si on fait déjà ça? Peut-être que vous êtes déjà dans la situation où vous avez l'impression de manger équilibré. Peut-être que vous mangez déjà une portion de viande ou de poisson accompagnée de légumes, de quelques féculents, et puis vous avez l'impression à partir de là que vous avez une alimentation équilibrée et donc vous comprenez pas pourquoi vous perdez pas de poids. Mais là aussi, c'est un petit peu trop simpliste de se dire que parce qu'on mange des fruits, des légumes, des féculents et de la viande blanche, qu'on va perdre du poids. Non, ce qu'il faut, c'est regarder la répartition de l'assiette. Et ce qu'il faut dans la majorité des cas,
c'est réduire l'apport de glucides. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes en Occident mangent beaucoup trop de sucre, et donc les sucres, c'est quoi? C'est les glucides. On mange trop de glucides. Et alors en France, on est quand même champion. Le pain blanc, la brioche, le croissant, les pâtes blanches, le riz, la patate, les fruits à 4 heures, les danettes, les chips. Il n'y a rien qu'à rentrer dans une boulangerie et on tombe par terre. Il n'y a rien qu'à rentrer dans une boulangerie et vous voyez la quantité de glucides et de sucre qu'on peut manger. Le pain qui va accompagner votre journée du petit-déj au soir, si c'est pas en plus à la collation, les pâtisseries qui sont proposées, les viennoiseries, on est des champions en France. On est des champions de la consommation du sucre. Mais on est aussi bientôt des champions dans l'obésité et le surpoids. Donc il faut peut-être se poser des questions, il faut peut-être qu'on fasse des liens entre tout ce qui se passe. Il faut qu'on réduise notre consommation de sucre. Alors, petit disclaimer quand même, je vous fais des vidéos qui s'adressent à une majorité de gens, donc je suis obligée de faire certaines généralités. Pour autant, il y a certainement parmi vous peut-être des personnes qui ne mangent pas assez de glucides. D'accord? Donc là, c'est sur une statistique nationale, mais peut-être que parmi vous, certains ne mangent pas assez de glucides. Donc il faut quand même se poser la question pour soi. Et c'est là que c'est bien quand même d'aller se faire accompagner par quelqu'un qui est formé dans le domaine de la nutrition, soit un médecin nutritionniste, votre généraliste s'il l'est, une diététicienne, un coach en nutrition, tout ce que vous voulez. Mais il faut se poser la question pour soi. Moi, je vous dis ce qui est observé à l'échelle de la population. D'accord? Donc il y a de grandes chances que vous rentriez dans ces cases, mais peut-être que c'est pas le cas. Et il faut quand même aller voir de plus près ce qu'il y a dans votre assiette à vous. Fin du disclaimer. On revient à nos moutons. Réduire l'apport de sucre, c'est important. Mais si on réduit l'apport de sucre, on veut quand même pas faire une réduction calorique. Donc ça veut dire qu'il va falloir augmenter autre chose. Et là, on augmente la part des lipides. Pourquoi? Parce que la protéine, finalement, c'est ce qui va rester à peu près stable. Ça doit représenter entre 10, 15, 20% de votre apport énergétique journalier en fonction de votre activité sportive. Donc ça, c'est à calculer au cas par cas, encore une fois. Mais cette valeur-là, elle doit rester plus ou moins stable. Ce qui bouge, c'est les gras et les sucres. Donc si on diminue les sucres mais qu'on veut rester à calories égales, eh ben on augmente les gras. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas besoin de les augmenter énormément parce que un sucre c'est 4 calories, un lipide c'est 9 calories. Donc vous voyez que vous pouvez enlever, imaginons pour faire simple, on enlève la moitié de sucre de ce qu'on avait et on rajoute un quart de lipides. Et on a une diète qui n'est pas hypocalorique, qui est peut-être plus équilibré que ce que vous faisiez déjà, et on va avoir un apport de gras. Et s'il vous plaît, on arrête de diaboliser les graisses. On arrête de diaboliser les graisses. Alors oui, je veux bien qu'on diabolise les graisses hydrogénées, les graisses trans, la graisse de la chocolatine ou du pain au chocolat, ça dépend dans quelle région vous vivez en France. Mais cette graisse-là, je veux bien qu'on la diabolise. Maintenant, la graisse d'un bon produit laitier, on n'a pas nécessairement à la diaboliser, je suis pas d'accord. Et diaboliser les œufs aussi alors, parce que les œufs sont gras. Et diaboliser l'avocat alors, parce que l'avocat est gras. Ça me fait penser que récemment, j'ai accompagné quelqu'un dont le questionnaire alimentaire était incroyable. Le questionnaire alimentaire, donc il reprend par macronutriments, donc on regarde la consommation des protéines animales, de lipides, de glucides, et en fonction, les personnes remplissent la quantité qu'elles en consomment au fur et à mesure de la journée et de la semaine. Et alors, cette dame-là ne consommait quasi aucun lipide. C'est-à-dire que la fiche était quasiment vide. Elle me faisait la guerre au gras. Et elle me consultait pour une perte de poids qui était aussi liée à une tendance à aller vers le diabète. Donc elle a diabolisé les gras, résultat santé cata. On va essayer de résumer ce qu'on s'est dit au niveau de la gestion de l'assiette. On maintient l'apport de calories. On fait un premier check sur les protéines. Est-ce que vous mangez vraiment assez de protéines? Je peux concevoir que certaines personnes mangent vraiment trop de protéines. Peut-être, je sais pas, dans les fins fonds de campagne où on mange encore vachement de quantité de gibier, de pâté, de charcuterie, Ok, et on peut considérer à ce moment-là que beaucoup de personnes mangent trop de protéines pour leur kilo de poids. Mais en attendant, je vous assure que la majorité des personnes que j'accompagne ne mangent pas assez de protéines
par rapport à ce qu'elles devraient. Et notamment, je pense aux femmes qui arrivent en période de périménopause, qui ont une dégradation musculaire relativement importante et qui diminuent drastiquement leur quantité de protéines et souvent au profit de quoi? Des yaourts sucrés, des petits gâteaux avec le thé à 4 heures. Donc, premièrement, on vérifie qu'on a quand même un apport suffisant en protéines. Vous pouvez considérer entre 0,8 à 1,2 g de protéines par kilo de poids de votre corps. Attention, un steak haché de 100 g, c'est pas 100 g de protéines. Un steak haché de 100 g, vous retournez le paquet, vous retournez l'emballage, il y a écrit c'est à peu près 25 g de protéines. Là, je vous parle vraiment en protéines pures, entre 0,8 et 1,2 si vous êtes complètement sédentaire. Quand on commence à avoir une activité physique ou qu'on est vraiment sportif, évidemment ça augmente, ça peut augmenter jusqu'à 2 selon le sport qu'on fait, grammes de kilos par poids de corps. Mais là, c'est pas le sujet du jour, donc on s'adresse plutôt à un public plutôt sédentaire. On est sur du 0,8 à 1,2. Ok ? Donc on refait le point sur ces protéines. Ensuite, on diminue l'apport des glucides. Ça veut dire que dans l'assiette, hop, on réduit un petit peu l'apport de pâtes qu'on mettait, ou l'apport de pain, ou l'apport de patates. On réduit tout ça. Ok ? On ajoute bien évidemment, s'il vous plaît, des fibres, des légumes, tous les légumes que vous voulez, toutes les couleurs que vous voulez. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des antioxydants et que ça c'est essentiel sur votre santé. Et si vous voulez aussi qu'on parle des antioxydants, faites-le moi savoir, je vous ferai une vidéo dessus. Donc on check les protéines, on réduit les glucides, on me met plein de légumes de toutes les couleurs, crus, cuits, tout ce qui vous fait plaisir. Et on ajoute du gras. Vous l'avez compris. Donc tout le monde de l'avocat, de l'olive, des produits laitiers, des graines, des oléagineux. On peut rajouter une multitude d'aliments à l'intérieur de ça pour rendre ces assiettes un petit peu plus gourmandes et surtout un petit peu plus riches en graisse. D'ailleurs qu'il faudra que je vous fasse un épisode sur les huiles. Je pense que ce serait intéressant parce que j'allais justement vous conseiller de mettre un petit peu d'huile d'olive dans les assiettes parce que c'est excellent. Olive vierge extra première pression à froid. Mais il faudrait que je vous détaille tout ça, faire un petit peu plus approfondi. Je pense que ce serait bien. Je vais vous faire ça dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi aussi en commentaire. Cet épisode est déjà beaucoup trop long. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai pas laissé sur votre faim, sans jeu de mots. J'espère que vous aurez eu des conseils utiles, que vous avez une idée déjà de comment repenser votre... Si vous avez encore des questions, mettez-les moi en commentaire. Si vous voulez que j'aborde certains sujets dans des prochaines vidéos, des sujets auxquels je n'ai pas pensé, dites-le moi, je peux pas penser à tout, je sais pas ce qu'il y a dans votre tête, ce qui vous questionne tous les jours. J'essaye de faire au mieux, mais voilà, s'il y a des choses auxquelles vous pensez, faites-moi en part. Je travaille le sujet et je vous fais un retour. Je vous souhaite une excellente journée où que vous soyez. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Santé First.